Et si je vous disais qu'avec 1500 € par mois, vous pourriez vivre comme un roi tout en parcourant le monde? Vous me croyez ou pas? Eh bien pourtant, c'est bien ce que peut vous offrir la vie de digital nomade, principalement si vous voyagez dans des pays où la vie est moins chère qu'en Occident. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le budget idéal qu'il faudrait avoir en tant que digital nomade pour vivre dans ce genre de pays, en vous présentant des exemples concrets pour que vous puissiez vous projeter, et vous vous rendrez compte qu'il ne faut pas forcément être millionnaire pour pouvoir vivre ce genre de vie. C'est parti. Alors bien entendu, il y a un truc qu'il faut bien distinguer, c'est qu'en fait le salaire idéal à avoir pour pouvoir voyager, notamment dans des endroits comme l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, etc., il est relativement relatif parce que ça dépend de vos attentes en fait, et ça dépend de ce que vous consommez de manière générale. Au-delà des pays dans lesquels vous êtes, donc qui impactent énormément le montant total mensuel que vous allez dépenser, il y a aussi votre style de vie qui peut impacter tout ça. Donc est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de minimaliste ou est-ce que non, vous êtes du genre à dépenser, ramener 10 000 souvenirs? Ça va peser dans la balance, bien entendu. Et c'est aussi important de définir ses propres priorités. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous voyagez en couple, etc. Tout ça, ça impactera automatiquement votre budget mensuel de digital nomade, donc c'est ultra important de le prendre en compte. En tout cas, je vais bien détailler tous ces différents éléments dans cette vidéo. Bon, là, je vois que le temps se coupe progressivement, ça sent la pluie qui arrive. Pour info, je suis à Kuala Lumpur. Je suis même plus précisément au niveau du Rex KL, qui est un centre avec food court. Il y a aussi pas mal de petites boutiques de seconde main. Il y a une énorme bibliothèque qui est magnifique. Ça se trouve juste à ma gauche, donc je vais rentrer là-dedans. Je vais vous montrer ça et ensuite je me poserai pour vous expliquer la suite. C'est parti. Alors bien entendu, il y a plusieurs composantes pour établir le budget d'un digital nomade. Dans un premier temps, on a la plus grosse dépense, c'est le logement, tout simplement. La plupart du temps, quand on voyage, on a plusieurs options qui s'offrent à nous, tout simplement. Donc la plus simple, c'est tout ce qui est site de réservation de logement. Airbnb, Booking, etc., Agoda. Mais on a aussi d'autres options comme les co-living. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un co-living, en fait, c'est un ensemble de petits logements ou plutôt de chambres privées avec salle de bain privée dans une même maison ou même établissement, ce qui fait que c'est plus facile de rencontrer des gens dans les co-living, et c'est parfaitement adapté aux digital nomades parce que souvent il y a des espaces de coworking qui sont intégrés au bâtiment, à la maison dans laquelle vous êtes. Il y a aussi les locations longue durée, donc là c'est tous ceux qui désirent rester plus longtemps sur l'année, donc là automatiquement c'est ceux qui vont avoir les logements pour le moins cher. Et vous avez aussi les logements que vous pouvez avoir en direct via les marketplaces, donc par exemple Facebook. En France ça serait Le Bon Coin aussi, mais à l'étranger il y a sûrement d'autres sites similaires mais je les connais pas. Et Facebook Marketplace, vous pouvez trouver aussi beaucoup de logements pour pas très cher, mais par contre sans réelle garantie, à la différence de Airbnb qui vous remboursera si jamais il y a un drame qui se produit. Ensuite vous avez bien entendu la nourriture. Pour vivre il faut bien se nourrir, et là automatiquement ça va dépendre de vos attentes selon les endroits où vous êtes. En l'occurrence là je suis en Asie du Sud-Est, manger local ça coûte vraiment pas grand chose. En Thaïlande, par exemple, un pad thaï dans un endroit local vous coûtera 2 €, 3 € max. Ici, je suis en Malaisie. Le plat typique, c'est le nasi lemak. C'est légèrement plus cher. Vous pouvez les trouver entre 3 €, 4 € max. Donc oui, manger local, ça coûte pas très cher. Et ça, là-dessus, ça changera jamais. Maintenant, manger local, des fois, au bout d'un moment, on en a un peu marre en tant qu'occidentaux. À titre perso, moi, j'adore manger local. Mais il y a un moment, manger frit, etc., j'en peux plus. Et j'ai besoin de retrouver des plats très basiques. Il y a des habitudes qui manquent. Moi, je sais que je suis un petit peu affecté par ça, donc automatiquement, là, on se tourne vers des cuisines qui sont occidentales. Et je tiens à vous rassurer, peu importe les endroits où vous êtes en Asie, des restaurants où il y a des burgers, des pizzas, des pâtes, je sais pas, tous les aliments possibles d'Occident, il y en a de partout. Parce qu'il y a plein d'expats qui ont ouvert leur propre resto, même des locaux qui ont ouvert des restos avec des cuisines occidentales. Donc là-dessus, on a l'embarras du choix, peu importe l'endroit où on va.
Par contre, automatiquement, ça impacte le prix. Autre exemple, à Bali, vous pouvez manger une pizza, un plat de pâtes, enfin quelque chose comme ça pour 5 euros, 6 euros max. Par contre, si vous mangez local, ça va vous coûter 3 euros. Donc oui, il y a une réelle différence en fonction de si vous mangez local ou occidental. Donc c'est à prendre en compte dans votre budgétisation de savoir si réellement vous pouvez quand même manger un petit peu local de temps en temps pour limiter les coûts, ou sinon il vous faut à tout prix aller dans des restaurants occidentaux, et là votre montant mensuel de nourriture sera complètement différent. Autre très grosse dépense, c'est les transports, tout simplement. Selon l'endroit où vous allez soit prendre le train, la voiture éventuellement, ou l'avion. Pour ce qui est des longues distances, on va pas se mentir, les 3/4 des gens prennent l'avion, comme moi, je l'assume parfaitement. Et là, automatiquement, il faut être un petit peu malin pour essayer de payer ses billets le moins cher possible. Par exemple, quand vous partez loin de votre pays d'origine, le plus important, c'est d'essayer de voyager qu'en vol aller, et surtout de prévoir 3, 4, 5 mois pour votre trip, histoire de ne pas avoir à faire des allers-retours en direction de votre pays d'origine à chaque fois, sinon ça va vous coûter super cher en billets. Écologiquement, c'est pas non plus le mieux de faire que des allers-retours. Donc l'idéal, c'est prenez un vol direct dans le premier pays que vous voulez faire. On va prendre un exemple, je veux aller directement à Bangkok, donc je prends un vol direct pour aller à Bangkok. Ensuite, je reste un mois à Bangkok parce que c'est une ville que je veux explorer. Je prends un autre vol, je vais jusqu'à Da Nang au Vietnam. Hop, donc j'ai un vol de 2 heures qui va directement là-bas. Ensuite, de Da Nang au Vietnam, je sais pas, j'ai envie d'aller aux Philippines, donc je prends un vol jusqu'à Manila, puis derrière je vais à Siargao parce que j'ai envie d'aller à Siargao. Donc en fait, l'idéal, c'est de voyager qu'en vol direct, et vous faites votre trip comme ça. Sachant que par exemple en Asie du Sud-Est, les vols d'avion, même avec une valise en soute, c'est pas très cher. Un vol de 2 heures, ça peut vous coûter 70 euros, 80 euros parfois. Donc même en cumulant, vous vous retrouvez avec des trajets qui sont pas trop chers, sachant que si vous restez en moyenne 3 semaines, 1 mois, si ce n'est 2 mois par destination, vous amortissez vachement tous ces trajets. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de rester au moins 1 mois par destination. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à la destination à laquelle vous allez, parce que vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin d'avoir votre petite routine, sachant que vous travaillez en parallèle. C'est quand même ultra important de prendre son temps, et c'est justement en prenant votre temps que vous allez commencer à vivre un petit peu plus comme un local. Alors pas totalement, ça serait mentir, parce que on est des expats, on vit jamais comme des locaux, c'est juste se mentir de dire ça, mais vous allez commencer à prendre un peu des habitudes qui se font sur place, et vous allez complètement être écarté du schéma traditionnel du touriste qui va dans les endroits ultra touristiques. Vous allez découvrir d'autres choses, et ça c'est cool. Mais voilà, quand vous prenez l'avion, essayez de faire votre petit trip pour éviter les allers-retours inutiles, et c'est là où c'est quand même vachement plus avantageux financièrement. Et puis je trouve ça plutôt sympa de voyager de pays en pays, ville en ville. Au moins à chaque fois en fait le trajet il est court, et ça vous évite aussi de dépenser trop d'énergie dans des longs trajets à chaque fois. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Toujours dans la partie transport, pensez aussi à tout ce qui est location de scooters, location de véhicules. Alors en Asie c'est plus souvent des motos, mais tout ça il faut le prendre en compte aussi. Pensez toujours à négocier vos prix quand vous êtes sur le point de louer une moto, un scooter, peu importe, parce que tout se négocie en Asie. Le tarif dépend des pays. Au Vietnam, un scooter en 150 cm3 me coûtait 70 euros le mois. À Bali, on est plus proche de 90-100 euros le mois. Et en Thaïlande, je dirais que c'est un tout petit peu plus cher encore. On est plutôt à 120 euros pour vous donner un ordre d'idée. Mais après, ça dépend ce que vous louez. Ça m'est arrivé de louer des plus grosses motos, motocross, etc. Ça me coûtait un peu plus cher encore. Donc ça dépend de vos attentes. Mais ça fait aussi partie de votre budgétisation. Dites-vous que chaque mois, si vous louez une moto, et il y a des endroits où typiquement, si vous n'avez pas de scooter ou autre, vous ne pouvez pas vous déplacer. Parce qu'il n'y a pas Grab, il n'y a pas Uber, etc. Vous avez vraiment besoin d'un moyen de locomotion, d'un scooter. Donc c'est inévitable de devoir payer pour ça. Ensuite, point ultra important, l'assurance santé. Alors ça, des fois, je l'ai souvent en commentaire. Donc pour l'assurance santé, ultra important, prenez-en une. Déjà, il n'y a pas de oui, non, peut-être. Prenez-en une. Vous en avez différentes. Vous pouvez avoir Go Nomad de chez Ava, vous avez Shapka, etc. Vous regardez sur Internet, de toute façon, vous en trouverez. Safety Wings aussi. Il y a plusieurs offres à chaque fois, donc libre à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Mais couvrez-vous. Alors, on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'étranger. Vous prenez un scooter, vous cartonnez. Vous avez besoin d'être couvert. Vous allez à l'hôpital, vous avez besoin d'être couvert. C'est juste ultra important. Donc ça, pensez-y bien, comparez les offres, regardez ce qui est le plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à envoyer des emails aussi, ça peut être intéressant. Et c'est vrai qu'une assurance, ça peut vite coûter de l'argent. Moi, il me semble, si je dis pas de bêtises, que mon assurance me coûte sur 12 mois 800 ou 900 euros. Donc oui, c'est un budget à prévoir, et ça fait partie de votre prévisionnel avant de partir, j'allais dire en vacances, mais avant de partir en tant que digital nomade. Ensuite, il y a un autre élément qui peut représenter quand même pas mal de frais, c'est toute la partie visa. Alors,
Pour être sincère avec vous, globalement, avec un passeport français, il y a plein d'endroits, si vous voyagez de mois en mois ou tous les 2 mois, il y a plein d'endroits en fait où vous n'avez pas besoin d'avoir à faire de visa. Voilà. Les visas, ça concerne plutôt les gens qui veulent rester longtemps dans un même pays. Si vous voulez rester 1 an en Thaïlande, il va falloir passer par le visa digital nomade, idem en Malaisie, idem en Indonésie, etc. Donc tous ces visas, ils sont exploitables. La seule contrainte, c'est que certains vous imposent, par exemple, un certain montant sur votre compte en banque. Donc, vous devez justifier de l'argent, soit à une période donnée, donc ça peut être l'an passé, soit à un instant T, donc sur le moment, combien vous avez sur votre compte en banque, etc. Donc tout ça, c'est quand même à prendre en compte et ça peut représenter des frais d'avoir un visa. Donc voilà, ça dépend de votre objectif et de la façon dans laquelle vous voulez voyager. Est-ce que vous voulez vraiment faire 1 mois par-ci, 1 mois par-là, comme moi je fais actuellement, ou est-ce que vous voulez vraiment partir et rester 1 an en Thaïlande, par exemple? Je prends l'exemple de la Thaïlande, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais voilà, ça représente aussi un budget et il faut le prendre en compte. Ensuite, il y a une autre partie de votre budget que vous allez aussi allouer à tout ce qui est loisirs. Automatiquement, oui, partir à l'étranger, c'est pas uniquement travailler, c'est aussi profiter, découvrir des choses, faire des musées, faire des excursions, faire des sorties, tout ce que vous voulez. Alors la réalité, c'est que si vous voyagez dans des pays où le coût de la vie est moins cher, les activités seront moins chères. Par exemple aux Philippines, une sortie bateau à la journée en groupe, ça vous coûtera 15-20 €, pas plus. Donc oui, ça représente pas énormément d'argent, sachant que si vous en faites 1 par semaine, dans le meilleur des cas, ça représente pas grand chose au mois. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans votre budgétisation. Et ensuite, il y a un dernier point qu'il ne faut pas oublier, qui pour moi est sûrement l'un des plus importants, c'est votre épargne et vos investissements. Voyager à l'étranger tout en travaillant, c'est génial, on vit comme des rois, on s'amuse, blablabla. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut aussi penser à sa retraite. Alors, soit vous pouvez, si vous êtes français, vous dire de toute façon j'aurai la retraite blablabla. Moi j'avoue que je suis complètement sorti de tout ça, j'ai pas du tout envie de dépendre d'un état pour faire ma retraite, donc je préfère tous les mois cotiser et réinvestir mon argent. Donc si vous êtes dans la même mentalité que moi, essayez d'économiser un petit peu d'argent tous les mois, vous faites un petit capital de ce côté-là, vous réinvestissez votre argent dans des choses dans lesquelles vous croyez. Ça peut être la crypto, ça peut être la bourse, ça peut être des bouteilles de vin, j'en sais rien, des Rolex, ce que vous voulez, mais essayez quand même de profiter en fait d'avoir un niveau de vie qui est moins cher pour justement économiser de l'argent, réinvestir et derrière d'avoir un avenir un peu plus radieux, on va dire, dans le sens où économiquement vous aurez économisé de l'argent ou alors vous aurez fait travailler de l'argent pour vous. Et ça, c'est quand même très important. Alors maintenant, bien entendu, vu que j'ai abordé tous les différents types de dépenses que vous allez potentiellement effectuer dans votre séjour de digital nomade, je vais maintenant parler du moment clé de cette vidéo. C'est les différents budgets en fait qu'on peut établir en fonction de votre profil pour être digital nomade. Alors j'en ai mis 3 en place. Il y a le budget survie, le budget confort et le budget luxe. Pour le budget survie, globalement, c'est entre 1000 et 1500 €. Donc entre 1000 et 1500 €, j'estime que dans certains pays, vous pouvez vivre correctement, voire même dans certains pays confortablement. Ensuite, il y a le budget confort, donc c'est celui dans lequel j'estime être. Là, on est entre 1500 et 2500 €. Ce budget-là, il va vous permettre en fait de vivre avec quand même des standards un peu plus élevés, c'est-à-dire en prenant un appartement plus sympa, en faisant encore plus de sorties, en allant dans des restaurants un peu plus sympas, en faisant d'autres activités, des activités qui coûtent peut-être plus cher, etc. Et celui-ci, je trouve que c'est vraiment le budget idéal quand vous êtes digital nomade parce qu'il vous permet de profiter vraiment à fond sans pour autant vous trouver dans une situation où vous dites ok, là à la fin du mois ça va être peut-être un peu compliqué. Pas du tout, au contraire, je trouve que c'est vraiment le budget le plus adapté. Ensuite, il y a le budget luxe, donc là il est à 2500 jusqu'à, on va mettre 5000 €, mais ça pourrait être 10 000, enfin, même si ça me paraît impossible de dépenser 10 000 € sur un mois à Bangkok par exemple, mais il y en a qui y arrivent je pense. Celui-là je ne vais pas trop l'aborder parce qu'en principe si vous avez autant d'argent à mettre dans vos séjours, déjà vous n'avez même pas besoin de regarder mes vidéos, vous payez et vous dépensez sans forcément regarder le prix affiché sur les étiquettes, donc tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Après bien entendu ces budgets ils dépendent aussi des destinations où vous allez. Je peux aussi citer quelques villes dans des endroits comme Bali, Vietnam, Kuala Lumpur. Voilà, il y a pas mal de destinations et honnêtement pour le budget que j'ai appelé survie, vous pouvez trouver quelque chose d'assez correct. Honnêtement, je connais des gens qui vivent pour moins de 1500 € à Bali par exemple et ça va relativement bien. Ils ont un beau logement, ils vivent décemment, c'est tout à fait ok. Donc je tiens à vous rassurer, si vous gagnez
ce montant-là par mois, oui, il y a des endroits où vous pouvez aller, vous pouvez très bien profiter de votre vie, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a d'autres endroits, je vais essayer de rester sur l'exemple de l'Asie du Sud-Est parce que c'est plus parlant, mais si vous allez à Koh Phangan en Thaïlande, c'est une île, c'est plus cher, là, vaut mieux être dans le budget confort. Sinon, sur le logement, vous allez vraiment vous retrouver un truc pas très sympathique, donc c'est un petit peu dommage. Idem si vous allez, je sais pas, à Phuket en Thaïlande, si vous voulez un logement proche de la plage, là pareil, il va vous falloir un budget confort, sinon vous n'allez pas rentrer dans votre budget du tout. Donc voilà, le budget s'adapte aussi en fonction des destinations où vous allez. Moi, j'ai par exemple pas de mal à vivre avec un budget survie au Vietnam, parce que Vietnam, le coût de la vie est vraiment pas cher, le logement est pas cher et le logement c'est la plus grosse dépense, donc oui. Tu peux t'en sortir avec un budget que j'appelle survie au Vietnam sans problème. En fait, tu passeras en confort automatiquement. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est pour ça d'ailleurs que le meilleur conseil que je puisse vous donner avant de partir en tant que digital nomade, essayez plus ou moins d'avoir sur votre compte en banque l'équivalent de 6 mois de salaire ou du moins de l'argent que vous avez besoin pour vivre au strict minimum, un logement plus se nourrir par mois. Donc vous faites 6 fois le montant, on va dire, je ne sais pas, si vous estimez qu'en Asie vous pouvez vivre pour 1 000 € par mois, vraiment râler pas crête, vous faites 1000 fois 6, 6000, et ben c'est l'argent que vous devez avoir sur votre compte en banque. Ça vous permettra, si vous arrivez à une galère, si vous êtes freelance, que vous avez plus d'argent du jour au lendemain, ça vous permet de retomber sur vos pattes tranquillement et de quand même avoir un peu d'argent à utiliser pour rester dans l'endroit où vous êtes actuellement et éviter d'avoir à revenir en France en mode j'ai plus de boulot, je dois rentrer chez mes parents. Ça c'est ultra important. Bien entendu, j'ai fait le lien juste avant, que vous soyez en freelance ou en CDI. En CDI, en principe, vous êtes beaucoup plus zen parce que vous êtes payé tous les mois et que vous avez un contrat, même s'il est en remote, c'est pas grave. En freelance, ouais, automatiquement, c'est un peu plus risqué parce que si votre activité n'est pas stable, à tout moment, il y a 1 mois, 2 mois, vous n'avez plus de clients, vous n'êtes plus payé. Donc c'est pour ça que ce fonds de survie est ultra important. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'ai sorti une vidéo complètement dédiée au freelancing versus les contrats en CDI pour pouvoir être digital nomade, que je vous épingle ici ou ici. N'hésitez pas à la visionner. Pour le coup, j'ai quand même apporté pas mal de valeur dans cette vidéo. J'arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas vraiment d'idéal en fait en termes de budget pour devenir digital nomade. Ça dépend des pays et de vos attentes. Voilà, ce que vous attendez vraiment quand vous voyagez, le confort que vous espérez avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien un peu anticiper son voyage avant de partir, c'est ultra important. Je vous laisse indiquer dans les commentaires votre budget voyage à vous aussi, si vous en avez déjà établi un. Si vous êtes déjà digital nomade et vous estimez que mes budgets sont complètement faussés, n'hésitez pas, allez-y aussi. Moi, j'ai fait en fonction de mes propres expériences et des budgets que j'établis chaque mois. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos que je sors où je présente la budgétisation dans toutes les villes où je suis. Donc là, à Kuala Lumpur, il y en a un, j'en ai fait un à Bali, j'en ai fait un à Koh Phangan, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ça. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!